mentir oblige à réfléchir. Et toute la différence entre un menteur et une personne qui dit la vérité, c'est que la personne qui dit la vérité, quand on lui demande ce qu'elle a fait hier, par exemple, elle recherche l'image de ce qu'elle a fait hier, et puis elle raconte, elle retrouve son image. Le menteur, lui, l'image de ce qu'elle a fait hier, il l'a. Mais il va falloir qu'il raconte une histoire autour de ça, qui n'est pas la vraie histoire. Donc il y a une surcharge cognitive qui fait que son corps n'a pas la même dynamique que le corps de la personne qui dit la vérité. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Comment repérer si votre interlocuteur vous ment? Eh bien, grâce à Philippe Turchet, qui sait décrypter les gestes, vous allez découvrir comment pouvoir lire dans votre interlocuteur. Et je vous rassure, c'est pas aussi simpliste que ce que je viens de dire, c'est vraiment fin et même passionnant. Alors, je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, la principale communauté de méditants dans le monde francophone et auteur de nombreux livres. Alors, je suis trop content de vous parler de mon tout dernier livre, La magie de l'ordinaire, parce que c'est vraiment la synthèse de tout mon travail. Parce qu'au fond, c'est ça que j'essaye de vous transmettre dans mes livres, dans mes cours, au travers de l'école et dans ce podcast. Comment faire pour découvrir que même au sein des choses les plus ordinaires, il y a quelque chose de magique qui peut nous faire un bien fou. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Alors, les gens qui ont suivi un peu ma chaîne savent ma passion pour ton travail. J'ai déjà reçu. Et là, on va parler de détecter le mensonge, repérer le mensonge. Parce que alors, tu fais quelque chose d'absolument incroyable. Tu réussis en voyant, en regardant les gens, de repérer s'ils disent ou non la vérité. Et c'est évidemment, c'est un peu plus compliqué que simplement ce qu'on croit. Tu as formé beaucoup de policiers et les policiers sont passionnés d'apprendre, comme comme tu me l'as expliqué, sont passionnés d'apprendre à pouvoir repérer le mensonge. Non pas que dans un procès, on va dire « Ah, vous avez fait tel geste, je sais que vous êtes un menteur », mais parce que en repérant là où la personne ment, ça leur permet de poser des questions. Est-ce que tu peux Oui. raconter un peu ton Oui, travail avec les policiers pour repérer le mensonge? oui, c'est ça. Dans un interrogatoire, en fait, l'interrogatoire, c'est quelque chose d'assez long, hein, et il y a plein d'avenues. Et la personne qui est en face du policier, de l'enquêteur, c'est une personne dont on ne sait pas si elle ment ou dit la vérité. Donc, il va falloir élaborer, la faire parler. Et puis, il y a des pistes qui sont des pistes où le corps là, va être curieux, particulier, bizarre, va révéler des particularités qui vont faire dire à la personne qui questionne, là, il faut creuser, on pourrait essayer de creuser dans cette direction-là. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on va faire, à partir de signes qui sont des signes corporels. Bien amené par un questionnement qui est un questionnement dans lequel la personne doit être en confiance. La personne doit avoir confiance. On ne peut pas réussir à contrôler parfaitement Ben et non, réussir à faire que non, là, non, je non. te mens et tu Ouais. ne peux absolument pas savoir. Oui, disons, ce qu'on peut faire, c'est de dire là, je te dis quelque chose, est-ce que je te dis la vérité? Ça, on ne fait pas comme ça du tout. On ne fait pas comme ça du tout. On fait autrement. C'est-à-dire qu'on pose des questions et en fait, mentir oblige à réfléchir. Et toute la différence entre un menteur et une personne qui dit la vérité, c'est que la personne qui dit la vérité, quand on lui demande ce qu'elle a fait hier, par exemple, elle recherche l'image de ce qu'elle a fait hier et puis elle raconte, elle retrouve son image. Le menteur, lui, l'image de ce qu'elle a fait hier, il l'a. Mais il va falloir qu'il raconte une histoire autour de ça, qui n'est pas la vraie histoire. Donc il y a une surcharge cognitive qui fait que son corps n'a pas la même dynamique que le corps de la personne qui dit la vérité. Alors, on va regarder. On peut. On va passer l'entretien à voir plein de Oui, situations pour vous oui. entraîner, vous aussi, à repérer si la personne qui est en face de vous vous ment ou pas. Alors, on va commencer. Pour vous qui m'écoutez sur podcast, ne vous inquiétez pas, on va vous décrire les gestes. Et si vous voulez vraiment les voir, vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube. Commençons. Oui, c'est ça. Donc là, on va aller voir une vidéo dans laquelle un menteur avéré nous explique qu'il a reçu un SMS et que sur ce SMS, il se disait un certain nombre de choses, alors qu'en fait, il n'a pas reçu l'SMS. Le Parce SMS, c'est lui qui l'a écrit, qu'il a tué sa femme. parce qu'il a tué sa femme. Alors, allons-y, on va voir
Comment repérer quelqu'un qui tue sa femme? Donc on va laisser se dérouler cette vidéo de 28 secondes. Ce qui est important de comprendre, c'est de regarder sa dynamique gestuelle, les gestes qu'il va faire. Donc allons-y. Un SMS, et 16h43 précise. Donc comme quoi, marre de vivre à deux, mais pas en couple. Donc je vais chercher quelque chose, je reviens vers toi pour les enfants. Je vais chercher quelque chose. Pour moi, c'est une maison, enfin, quelque chose, une location. Parce que si elle revient vers moi pour les enfants, c'est qu'elle a trouvé une location pour habiter quelque part et faire une semaine sur deux comme on avait convenu. Donc vous voyez, il nous décrit le fait qu'il a reçu un SMS, il nous décrit son SMS. Sauf que... Moi, j'ai rien repéré, je dois dire. Je n'ai pas Oui, repéré s'il disait la vérité ou un mensonge. Oui, c'est ça, mais ce qu'il faut comprendre, il faut se remettre dans sa tête à lui. Si vous recevez un SMS, quand il dit « j'ai reçu un SMS », la personne qui dit la vérité se retrouve dans la situation, elle a eu son SMS, et puis son SMS, elle le regarde. Donc ça donnerait une dynamique dans laquelle le SMS, il y a un moment où il faut qu'elle le regarde, et elle est avec son SMS. Donc j'ai reçu un SMS, alors sur ce SMS, il y avait, elle m'expliquait que, et il est obligé de temps à autre, alors ça ne va pas durer 2 secondes, mais un quart de seconde, une demi-seconde, revenir sur ce SMS, c'est ce qu'on appelle de la cognition incarnée. Et le corps, il est incarné, il faut qu'il revive les situations pour pouvoir les raconter dans la vie de tous les jours. Et dans un mensonge, là, il n'y a pas de SMS. Donc, il nous vend son SMS. Et ses gestes sont dirigés vers l'autre pour que l'autre le croie. J'ai reçu un SMS et il s'est passé ceci et cela. Donc là, vous voyez, c'est la dynamique du corps qui n'est pas du tout la même. J'aurais Voilà. jamais, mais jamais deviné en le regardant. Oui. Tu me diras, c'est pour ça que tu travailles Ben, depuis tant d'années. Voilà. Mais là, je n'aurais jamais pensé. Donc là, on a déjà une ça, indication qui ne dit pas la vérité parce que les gestes ne sont pas concordants cognitivement avec ce qu'il raconte. C'est ça. Donc, il faut amener cette idée de cognition incarnée. Il y a tout un champ théorique là derrière. C'est vraiment, on sait pourquoi c'est fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le menteur, il est dans son néocortex. Il faut répondre bien, trouver les bonnes réponses. Et même si c'est des situations qu'il a vécues avec un mensonge inséré dans ces situations qu'il a vécues, il ne peut pas rester dans la situation qu'il a vécue. Il est dans une logique de mots. Donc, il cherche les bons mots pour que l'autre le croie. Là où la personne qui dit la vérité, et son cerveau ne travaille pas du tout de la même manière, il lui revient des tas d'anecdotes liées à la vérité. Donc, ce n'est pas la même dynamique corporelle. Alors, tu as aussi une vidéo du même assassin qui parle. Oui, qui parle. Et puis, ce qui va être intéressant à regarder, c'est que la personne qui parle, quand elle dit la vérité, elle parle, puis quand elle a fini, elle ferme la bouche. Normalement, ou elle la laisse un peu ouverte. Bon. Et pas le menteur. Le menteur, lui, va avoir une dynamique dans laquelle, quand il a fini de dire, dans sa tête, il dit « il ne faut pas en dire trop ». Et ça, c'est très inconscient. Mais ce qui fait que la bouche, elle ne reste pas ouverte pour dire... Et puis la bouche, elle va se fermer. Elle peut se fermer assez fort et elle se ferme. Donc là, c'est une autre... Quand la bouche se ferme comme ça, c'est une petite indication que peut-être là, il y a un mensonge. C'est une autre indication, oui, tout à fait. On regarde. Et on ne pourra pas tenir sans savoir comme ça pendant des ans. Voilà. Les gens qui arrivent, mais c'est terrible. Quoi. Laisser les gens comme ça, c'est terrible. Laisser les gens comme ça, c'est terrible. C'est ce qui m'arrive, c'est terrible. Et là, laisser les gens comme ça, c'est terrible. Pourquoi avoir envie de se fermer comme ça? Sinon, il est convaincant. Franchement, moi, je le trouvais assez convaincant. Ouais, mais moi, je ne suis pas sûr qu'il se soit très incarné. Mais oui, autrement, ça pourrait être... Ah, d'accord. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se méfier. Oui. En fait, pour repérer le mensonge, quand même la clé, c'est qu'il ne faut pas se laisser faire par l'émotion qu'on voit et qu'on sent. Ça, c'est vraiment le piège. Oui, c'est ça, on voit, on sent une émotion, et donc on croit l'émotion, et on croit que le menteur... Donc là, il ne faut pas faire confiance du tout à ce qu'on appelle notre intuition, parce que le plus souvent, on est prisonnier de ce qu'on va ressentir. Or, les signes, ça, c'est vraiment une incohérence que tu repères sur des principes plus cognitifs que juste émotionnels. Exactement. Ça, c'est dingue. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Et ça, c'est vraiment important. Parce que l'émotion, c'est un lien social, un lien. Donc, le menteur, il va se servir de ses émotions, d'une empathie qui va créer une fausse empathie pour amener l'autre à le croire. Un menteur, d'ailleurs, un escroc est toujours sympathique. Un manipulateur est toujours gentil. Un pervers narcissique est toujours gentil. C'est des formes différentes du mensonge. Un escroc qui n'est pas sympa, il n'escroquera jamais personne. Parce qu'on n'aura pas envie de travailler avec lui, point. Donc toute cette dimension émotionnelle qu'on impacte fait que du coup, on va
Oui, on va repérer des choses qu'on va écarter émotionnellement pour se centrer sur la cognition. Waouh. Alors maintenant, on va regarder ce qui est très connu, l'entretien de Nafissatou Diallo. Oui, Et là, on va voir. Alors là, c'est l'inverse. oui. Elle ne ment pas. Voilà, elle ne ment pas. Et on va, Qu'est-ce que et on va voir. voilà, On va voir en fait que c'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on est toujours le plus convaincant. C'est ça oui, le paradoxe. Parce que là, il était moi, je le trouvais assez convaincant, le convaincant. premier. Voilà. Nafissatou Diallo, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que elle a été, avant son entrevue, c'est passé quelque chose qui se passe jamais. C'est-à-dire que l'intervieweuse a discuté avec elle en dialoguant, et l'a amenée dans les jardins autour en disant mais il va falloir que ce soit vivant tout ça. Donc Nafissatou Diallo, elle a vraiment fait exister son corps. Mais sauf que elle a une manière de communiquer qui nous montre qu'elle est authentique, même si ça semble un peu outré. Et Voilà, donc on va comprendre. pour rappeler ceux qui auraient oublié, elle a été agressée sexuellement par DSK, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, voilà, à New York. Voilà. Donc on regarde cette image et puis on en parle après. Désolée, je tourne la tête et puis il arrive, il attrape mes seins et me dit « Mais non, vous ne devez pas être désolée. » Vous voyez, en fait, si c'est faux, il faut absolument faire passer l'autre pour une horrible personne si c'est faux. Et on va voir des situations dans lesquelles l'autre, on va le caricaturer. Elle aurait pu dire, il est arrivé, il a mis ses mains sur mes seins. Et il y aurait quelque chose d'obscène, quelque chose de dur là, pour montrer à quel point cet homme était voilà, obscène, dur. Voilà. Elle ne fait pas ça du tout. Les mains de l'autre l'ont touché, c'est ça qui lui reste. Donc elle n'éprouve pas le besoin de noircir le portrait Strauss-Kahn en le faisant passer pour un gros sale. Ce qui lui reste, c'est que son corps a été touché par les mains de ce type-là dont elle ne voulait pas. Et donc ces gestes sont des gestes qui sont incarnés, ce n'est pas des gestes figuratifs pour faire croire à l'autre. Wow. Donc il y a toute une dimension comme ça qui fait croire que même si c'est assez extraverti là, dans la manière de l'exprimer, il y a une vraie vérité du corps. Là. Voilà. Moi, je trouve que ce qui est aussi très Oui. éclairant, c'est de voir Baudis. Dominique Baudis. Alors là, oui. Parce que là, c'est intéressant aussi de voir à quel point il faut se méfier. Oui. Là, déjà, on sent... On a... C'est ça le paradoxe, c'est quelqu'un qui, la vérité, n'est pas toujours extrêmement convaincant. Donc c'est ça, repérer le mensonge, ça demande un petit travail. Et je trouve que Dominique Baudis, donc Dominique Baudis, pour rappeler, est accusé par toute la presse. C'est vraiment un des plus grands, un des grands scandales de ces 30 dernières années. Il est accusé de pédophilie partout. Et donc là, il parle à la télévision. Oui, pas d'effet de... Oui, c'est ça, un réseau de prostituées. Il est maire de Toulouse. Il était présentateur du JT à TF1. Donc c'est une énorme star, quoi. Une énorme star. Et quand une énorme star qui gagne beaucoup d'argent, il y a une affaire derrière de prostituées, tout ça, la population est prête à dire c'est sûr, c'est sûr. Et puis toute la presse l'accuse. Et toute la presse l'accuse. Et donc il va chez Claire Chazal se défendre et expliquer que c'est pas vrai, quoi. Et donc il y a une petite vidéo qu'on peut regarder dans laquelle on va voir que Dominique Baudis, eh bien, cet homme qui finalement dit la vérité, cet homme est tout rouge, il va se mettre à transpirer. Il va se mettre à transpirer. Et comme il est tout rouge et qu'il transpire, il va se dire, on va pas me croire. C'est ce qu'on a fait, un effet Othello. L'autre ne va pas me croire. Donc ça renforce cette chose-là. Si tu me poses des questions, puis qu'à un moment donné, je deviens tout rouge, et puis tu vas dire, mais il est bizarre, Philippe, là. Donc c'est un menteur. Voilà, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'il a l'air de mentir. Et en plus, c'est intéressant parce que tu as choisi cet exemple-là, parce que le lendemain, les médias disent, voyez, c'est la preuve qui ment. Oui. Alors, regardons et on va essayer de décrire. Oui, c'est ça, puis on dira. Donc ça dure 33 secondes. La calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge.
Évidemment, pour répondre à votre question, je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Allègre. Vous ne le connaissiez pas, enfin, Pas vous- du tout. Fréquenté les proxénètes. Ni participer ou organiser des soirées barbares. Croyez-moi, je ne baisserai pas les bras tant que je ne saurai pas qui est à l'origine de cette saloperie. Donc, une goutte de sueur perle à son front, il est tout rouge. Il est tout rouge et il faisait chaud dans le studio. Ils l'ont après, ils l'ont dit après. Il est tout rouge, donc il a chaud dans le studio. Il regarde Claire Chazal, il se rend compte qu'il a l'air d'un menteur, et Claire Chazal se rend compte qu'il a l'air d'un menteur. Et donc ça renforce encore cet effet. Et quand on quitte le journal télévisé, qu'on rentre pour éteindre la télé, je me souviens de ces eh ben on se dit, bah, c'est un menteur. On a tendance à se dire ça. Donc il faut, c'est il y a 30 ans. Donc, il faut absolument comprendre que les émotions, il faut les laisser à l'extérieur de la réflexion sur le mensonge et la vérité. Et que les Alors là, émo- qu'est-ce qui fait pour toi qui dit la vérité maintenant Euh, Maintenant, avec tout le savoir que tu as. il faudrait voir plus de choses que ça, mais le fait c'est difficile de voir sur cette entrevue-là, par contre. Parce que cette entrevue-là, il est là pour se défendre. Et en fait, généralement, quand on dit la vérité, les spécialistes y mettent la personne à l'aise. Ils ne lui posent pas des questions pour absolument savoir si c'est la vérité. Ils mettent la personne à l'aise pour qu'elle puisse être elle-même. Donner la chance à la personne qui dit la vérité d'être elle-même. Donc, il n'y a pas une histoire de réquisitoire. Quand Donc, c'est dans un réquisitoire, c'est beaucoup plus difficile de plus savoir si la compliqué personne parce dit la que- vérité ou Voilà, pas. parce que si tu as l'impression que l'autre ne te croit pas, tu vas tellement vouloir lui montrer que c'est la vérité que tu vas en rajouter beaucoup. C'est un peu les expériences. Ils font l'expérience avec le mensonge. Et l'expérience où c'est le plus facile à repérer, c'est les gens à qui on propose de l'argent s'ils réussissent à bien mentir. Parce qu'ils ont tellement envie qu'on les croie dans leurs mensonges que finalement, c'est cousu de fil blanc. Et c'est un petit peu le même phénomène à l'inverse pour la personne qui a le sentiment qu'on la croira pas. Donc elle va tout faire pour qu'on la croie. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est un effet qui est connu. C'est quoi l'effet Pygmalion? Ben, c'est ça, l'effet Pygmalion. C'est cet effet qui fait que l'autre me regardant, je vais correspondre à ce qu'il a envie de voir. Et si je sens que l'autre ne me croit pas et qu'il me prend pour un menteur, eh bien, je vais me comporter comme un menteur. Voilà. Alors, Et il y a l'autre effet qui est l'effet Othello. L'autre, il pense rien du tout. Et la personne, c'est là, il ne me croit pas, il ne me croit pas, il ne me croit pas. Et la personne, elle se fait son petit cinéma. Et ça ne marche pas. Elle a l'air d'une menteuse. Comme elle aura l'air d'un menteur. Très souvent, une personne qui est mal dans sa peau. Parce que comme elle est mal dans sa peau, les deux facteurs qui font que les juges pensent qu'une personne est menteuse. Elle bouge sur son siège et elle regarde ses chaussures. Quand on lui pose une question, elle a tendance à ne pas regarder dans les yeux. Et ça sera tout sauf un menteur. Un menteur, il sait bien que s'il regarde ses chaussures, on va le prendre pour un menteur. Donc le menteur, il a l'air sûr de lui. c'est terrible. Même si dans la vie, cette personne-là n'est pas sûre d'elle, au moment de mentir, elle est très sûre d'elle et elle regarde la personne dans les yeux. Bon, donc là, on a compris, avec Ouais. ce que tu nous as montré, Oui. qu'il faut se méfier de ce qu'on croit. Mais on a quand même Oui. des aides. On Oui. va regarder Cahuzac qui ment, Oui. et on va voir, on va essayer de comparer avec Baudis. Oui, c'est une bonne manière de faire, je pense, oui. Jérôme Cahuzac était ministre du Budget et qui essayait d'incarner l'honnêteté, la transparence. On a découvert qu'il avait des comptes en Suisse et qu'il faisait le contraire de ce qu'il présentait pour la France. Ce qui est très très rare pour un homme politique. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. à aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés.
Franchement, il est plus convaincant que Dominique Baudis. C'est que Dominique Allez, Baudis, écoutez, oui, c'est ça. là, on dit vraiment quelle Ouais. assurance. C'est ça. Dominique Baudis, On on a- dit, oulala, qu'est-ce qu'il a à cacher, pourquoi il est si... Et Oui, là, en fait, voilà, Exactement, c'est tout là, le contraire. c'est tout le contraire. Oui. Le menteur, il sait qu'on ne le croira pas s'il n'est pas vraiment, pas assuré de ce qu'il dit. Alors que la personne qui dit la vérité ne se pose pas toutes ces questions-là. Donc là, on voit quelqu'un qui regarde dans les yeux, mais qui regarde dans les yeux fixement. Il cligne des paupières au bout de 25 secondes quand même. Il passe 24 secondes à regarder les personnes dans les Donc, yeux. quand quelqu'un ment, il ne faut pas lui dire « regarde-moi droit dans les Mais yeux oui, c'est une très mauvaise mais erreur. c'est une très Là, il faut mauvaise idée. expliquer, Oui, il oui, faut c'est ça. expliquer à Bourdin, Oui. que j'adore, Oui, qu'il ne faut pas... Oui, c'est non, pas une bonne manière de oui. faire. oui, c'est... C'est un usage qu'on a. Oui, regarde-moi dans Oui, les yeux et oui, dis-moi oui. si c'est la vérité. Non, c'est pas la comme pire ça. des manières de faire, parce que le menteur, il est préparé, et puis comme le menteur est préparé, eh bien, il va regarder dans les yeux. Je sais qu'on va me poser telle question, et à cette question-là, il va falloir que je mente. Quand la personne pose la question, Donc, qu'est-ce il est qu'il vaut mieux que je fasse pour savoir si quelqu'un ment? il faut poser une question inattendue. On va peut-être en voir une après. Ah, avec un d'accord. networkman. Donc, Oui. peut-être on peut Oui. le re-regarder. Tu nous Alors- dis, et Alors, qu'est-ce en- qui te permet là de repérer qui ment? En fait, il y a deux signes. Il y a ce signe, il y a ce signe-là, mais il y en a un autre. C'est-à-dire qu'il regarde dans les yeux fixement, et puis il y a un autre signe. C'est-à-dire que, en fait, quand on ment, on va chercher des choses à dire. On ne cherche pas des images. Ça veut dire que quand on ment, il faut trouver des trucs à dire pour que ça ait l'air crédible. Et on a dans le cerveau deux aires qui sont interconnectées l'une à l'autre, qui sont l'aire de Broca et l'aire prémotrice du geste. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans la vie de tous les jours, on recherche un mot, on va faire ça. Personne nous a dit, si tu cherches un mot, pourquoi tu fais ça? Et on le fait tous. Et ça nous aide effectivement à faire revenir des engrammes verbaux, donc du verbal. Et dans le mensonge, on ne fait pas revenir des images. Ça n'arrive pas quand c'est des images, ça arrive quand c'est des mots. Et dans le mensonge, eh bien, on va avoir ce petit geste-là, où la personne, elle recherche et elle cherche à faire venir, et elle cherche des choses à dire pour être le plus crédible possible. Donc, elle cherche des mots, elle cherche des phrases, et on voit un petit peu, parce que les caméramans sont généralement pas formés à ça, ils nous montrent des corps... alors que si on prend un peu de recul, il y a des tas d'autres indicateurs à aller chercher sur le corps qu'on ne voit souvent pas sur ces vidéos-là. Donc, le fait d'avoir Oui. des petits gestes, on touche son doigt, Ouais, pas tel. Non, c'est vraiment. Alors, l'aire de Broca, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que l'index, le pouce, c'est ces gestes-là, quoi. Parce que quand on est mal à l'aise, on a tous tendance à faire ça. Et c'est au contraire, toucher ça nous ses permet de doigts. nous rassurer, nous toucher ses doigts. C'est pas ça. C'est la même chose que quand on fait ça, parce qu'on cherche un mot. Si je te dis je cherche un mot, bon, je cherche un mot, il n'y a pas de mensonge, Là, je cherche un mot. là, je l'écris pour ceux qui... Voilà. qui- Oui. Ouais, c'est ça, ce truc-là là, qu'on a appris, qui nous est venu, D'accord. qu'on a appris à faire et qui nous aide à retrouver. Et on va voir ces signes-là, on les voit, et ça peut prendre cette forme quand on a ce qu'on appelle une boucle de rétroaction secondaire fermée. Eh bien, ça prend cette forme-là quand on cherche des choses à dire. Quand on veut faire revenir des images parce qu'on dit la vérité, ces gestes-là n'ont jamais lieu. C'est celui-là. C'est pas d'autre signe, quoi. Alors, Oui. pour nous convaincre, s'il y en a Oui. qui ne sont Oui. pas encore complètement convaincus, Oui. que ceux qui mentent peuvent avoir l'air extrêmement sympathiques, chaleureux, ouverts, tu vas nous passer une vidéo de Ted Bundy, qui est un psychopathe, pervers narcissique américain, qui lui a... un des plus grands criminels de toute l'histoire de l'Amérique. Et là, la vidéo, c'est... Ouais. On a un homme sympathique. On a l'impression qu'on voit l'avocat, puis on attend de voir rentrer Ted Bundy. Et c'est Ted Bundy qui a décidé d'ailleurs tout seul, parce qu'il avait fait un peu de droit, de prendre sa défense à son procès, quoi. Et là, il est à son... on va le voir, là, donc, quand il est appréhendé par la police, et puis après... On va le voir quand il est appréhendé par la police. Et puis après, on va le voir amener des documents à la cour pour son procès, quoi, alors que ça va démarrer. Donc là, vous voyez, on a un homme qui est tout le temps comme ça. Tout le temps très, très souriant, très, très affable, très, très gentil. Et il a tué des femmes avec des actes de nécrophilie derrière. Il revenait voir ses cadavres.
Il a Donc coupé le monstre absolu. absolu. Il a coupé des têtes qu'il a gardées, emmenées chez lui. Non, et c'était un étudiant, donc c'était chaque fois sur le campus, des étudiantes, des jeunes femmes, des gens très bien, quoi. Pour l'instant, on a Oui. surtout vu qu'il faut se méfier des émotions. Oui. Mais tu nous as quand même montré avec Michel Pial que la bouche fermée à la fin était quand même une micro-expression qui Oui. permettait de repérer. Donc il y a quand même des Oui. micro-expressions qui Oui. permettent de C'est ça. repérer le mensonge. Ouais. C'est ça, mais ce qui est dans la littérature, quand on voit la micro-expression, c'est souvent pas ça. C'est-à-dire que là, on a une expression qui dure peu de temps, mais voilà, qui dure peu de temps, mais qui contredit pas ce qui se dit, quoi. C'est simplement, il ferme la bouche. On va aller voir des expressions les micro-expressions, c'est des expressions qui durent un quart de seconde, une demi-seconde, que des spécialistes voient, qui se voient comme ça à l'œil nu, mais ça dure peu de temps. Et souvent, on fait les gorges chaudes avec ça, en montrant un moment où la personne montre un visage bizarre, qui est un visage qui ne devrait pas être comme elle est d'habitude. Et puis on dit, regardez, là, il y a un truc qui se passe et il y a du mensonge. Et non, parce qu'on peut très bien penser à autre chose tout en traitant une question et une micro-expression apparaît. Tu me poses des questions, je me dis, j'espère qu'il ne va pas me demander une question que tu ne poses pas du tout. Et quand je me dis ça, il pourrait y avoir une micro-expression, mais comme tu ne me parles pas de ça et d'autre chose, on a l'impression que c'est par rapport à ce que tu es en train de me dire qu'il y a un problème, alors qu'il n'y a pas de problème du tout. Donc ces micro-expressions, elles ont été assez à la mode parce que les gens pensent que le langage corporel, le mensonge, ça se décode avec ça, et pas du tout. Donc ça, c'est l'autre erreur. Donc il Oui. y a l'erreur de se faire avoir par la dimension émotionnelle qui ne veut rien dire. Ouais. Et la deuxième erreur, c'est un truc un peu mécanique sur les micro-expressions. S'il y a telle micro-expression, ça veut dire qu'il ment. Et ça peut. Alors, quels sont les indices que tu enseignes aux policiers pour repérer le mensonge? Ben c'est ça, c'est que quand on est dans la micro-expression que le policier que les enquêteurs vont voir, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, ils vont aller voir les micro-expressions. Il faut aller questionner. Mais ce ne sont pas des clés pour liées au mensonge. Dire à quelqu'un, vous semblez bizarre quand vous parlez de cet événement-là, mais de le dire de manière détendue sans avoir l'air d'être inquisitoire. Expliquez-moi, il y a eu... Et la personne, là, a pas de mal à dire « Ah non, mais quand vous parlez de ça, moi, c'est pas ça, je pense à autre chose, et c'est des choses que je ne veux pas évoquer, mais qui ne sont pas entre nous, là. » Donc, et voilà. Donc, on peut peut-être en voir une de micro-expression. Donc là, on a un homme qui dit, la vidéo dure 11 secondes, il parle de son père, à la naissance de son petit frère. Donc, vous voyez, une vidéo tout à fait simple. Je revois mon père rentrer de l'hôpital. Il est entré dans la pièce. Il m'a soulevé et il m'a dit « Ton petit frère est né. » Il était si content. Bon, très bien. Sauf que vous voyez, quand cet homme dit... Je revois mon père. Vous voyez, quand cet homme dit « Je revois mon père », regardez l'expression de son visage. Sur « père », father, donc parce que c'est en anglais, mais il n'y a pas de raison que sur father, on voit les dents remonter jusque-là. C'est vrai. Donc je n'avais pas fait attention, mais maintenant que tu me dis, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas vu? Oui. Donc, parce que ça dure un quart de seconde, mais ça se voit très bien quand on a l'habitude, par contre. Pas parce qu'on a un œil qui est aiguisé, parce que déjà, on sait que c'est possible. Alors on regarde. Et donc, alors c'est vrai que là, sur son père, alors c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu lui parles de ton père qui vient t'emmener ton petit frère, tu montes pas les dents du haut comme ça. Tu souris plutôt. Alors tu souris plutôt. Donc, voilà. Donc quand il dit father, c'est sûr qu'il y a quelque chose lié à son père. Mais quoi? Est-ce que hier matin, il s'est disputé avec son père? Ça ne renvoie pas à 30 ans en arrière, mais à quelque chose qu'il a mal vécu hier matin. Et quand il parle de son père, quelque chose qui l'énerve. Est-ce que ça remonte à cette période-là? C'est difficile à dire, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose. Et on voit, nous, les psychanalystes qui viennent se former en synagogie, viennent pour ces raisons-là. C'est-à-dire que pour aller repérer ces moments où ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, s'ils sont plus jungiens, ou s'ils sont plus, qu'ils interviennent dans la mécanique même du dialogue, et qu'ils ne laissent pas simplement parler, mais
la mécanique même du dialogue, et bien souvent, ou rogérien, et bien souvent, là, c'est des pistes pour ce qu'on appelle sous-questionner en synergologie. On ne questionne pas sur les mots, on sous-questionne par rapport au langage du corps qu'on a repéré. Oui, donc c'est important, tu as raison. Oui. C'est pas seulement pour les policiers, mais oui, ça peut aider dans toute C'est interaction humaine. Là, C'est pas juste repérer, ah ouais, là il a menti, mais là il y a quelque chose qui se joue d'essentiel. Et là, dans ce cas, tu sais qu'est-ce qui se passait? Non, je ne sais pas ce qui se passait parce que c'est juste des petites vidéos comme ça. Mais là, moi, j'aurais sous-questionné sur le langage du corps. C'est ça que je voulais dire. Oui, voilà. Donc, c'est une micro-expression bien claire. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut... Il y a tout ce panel-là. C'est pour dire que les émotions, on ne les laisse pas de côté. Mais les émotions, on n'en fait pas des indicateurs du mensonge. C'est ça qui est important. Parce que vous ne voulez pas que les gens pensent que les émotions, ce n'est pas important. Non, c'est extrêmement important, les émotions. C'est fondamental. Mais pas dans la mécanique de la détection du mensonge. Donc là, c'est autre chose qu'on a vu avec ce que tu as montré. Là, ce n'est pas un geste particulier qui indiquerait le mensonge, mais c'est juste une incohérence. C'est l'incohérence qui permet de voir le mensonge. Oui, tout à fait. Donc, pour repérer le mensonge, il faut voir qu'est-ce qui est incohérent entre ce que je vois et ce qui est dit. C'est l'incohérence. Et c'est ça qu'il faut repérer. Voilà. En sachant que ça peut être lié à l'interlocuteur ou l'interlocutrice. C'est-à-dire que je peux parler de mon père, mais ça m'énerve qu'on m'ait posé une question sur mon père. Et c'est à l'interlocutrice qui dit mon père. c'est l'autre qu'on a envie de mordre. Donc il faut continuer à creuser. Donc il faut continuer à creuser, oui. Tout à Alors, fait. On va regarder une vidéo de Nicolas Sarkozy. Voilà, on est sur une dynamique qui ressemble un peu à celle-là, et je crois que c'est intéressant à voir. Et là, vous voyez, on va... Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit comment, d'un point de vue labial, la lèvre devrait bouger. Puis on s'aperçoit de choses qui sont vraiment curieuses. Alors là, c'est une vidéo où un Français parle en français. Donc, allons voir ce que nous propose Nicolas Sarkozy. Donc là, il est chez Claire Chazal, et il est à la fin de son mandat, et puis il est face à un Premier ministre dont on se demande s'il va rester, s'il va s'en aller. C'était qui ? François Fillon. Ah oui. Et en fait, il va rester finalement. Mais donc, Claire Chazal lui pose la question. C'est une conférence pas une conférence de presse, non. C'est un TF1 de 20 heures où le président, en posture présidentielle, voudrait faire passer un message qui passe bien et montrer qu'il fait consensus. C'est le travail du président. Mais... Ça se passe, nous avons beaucoup parlé, le Premier ministre et moi, et nous avons parlé en se disant comment on peut faire le mieux possible pour le pays. Quel est l'intérêt du pays ? Vous voyez, donc quand il nous dit quel est l'intérêt du pays, regardez comment se lèvent les... Donc qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que tu peux décrire ? Là, il est en train de dire quel est l'intérêt du pays. Alors amusez-vous chez vous à dire quel est l'intérêt du pays. Est-ce que j'ai besoin de faire remonter ma lèvre supérieure ? Non. Pour dire quel est l'intérêt du pays ? Ben non. Contraire même. C'est très compliqué. Ça demande un vrai effort. Oui, ça demande un vrai effort. Mais là, cet effort est fait naturellement parce qu'il y a une arrière-pensée qu'il est... Et moi, je pense que là, Claire Chazal y revient plusieurs fois, et je pense qu'il est énervé simplement par l'animatrice. Mais vous voyez, c'est, une fois de plus, nos émotions derrière vont matiner par des micro-expressions, des messages qu'on ne veut pas forcément passer, mais qui vont passer malgré nous, quoi. Donc ça ne veut pas dire là qu'il est un menteur. Non, ça veut dire en tout cas qu'il y a quelque chose qui l'énerve profondément. Alors, on ne sait pas, et là on ne sait pas, est-ce que c'est, tu vois, si jamais il revoit notre vidéo et qu'il veut nous répondre, on serait content de savoir. Est-ce que c'est qu'il a eu une dispute avec son Premier ministre ? Oui, que ça s'est mal passé. C'est mal passé, donc c'est ça qui ressurgit. Oui. Est-ce qu'il est gêné par la question de Claire Chazal ? Donc voilà. Là on ne peut pas le savoir, mais on sent là, voilà, donc là ça te permet soit ça te permettrait, si tu avais été l'intervieweur, de reposer des questions là-dessus, mais pas dans la confrontation, j'ai bien compris, mais dans la détente. C'est parce que c'est comme ça que les choses apparaissent le mieux. Et donc là, c'est aussi une autre indication que tu nous donnes pour faire apparaître la vérité, plutôt que dire, alors dites-moi la vérité, dans la confrontation, ce qu'on voit que les journalistes ont tendance à faire, il vaut mieux faire l'inverse. Oui. Il vaut mieux créer un environnement tout à fait détendu, parce que c'est là où quelque chose peut apparaître de plus fort. Oui, tout à fait. Exactement. Parce que ce n'était pas difficile pour Claire Chazal dans d'autres contextes, peut-être, mais de dire non, peut-être ma question vous dérange. C'est pas... Et là, il aurait dit non, mais votre question ne me dérange pas. Et avec François Fillon, justement,
nous sommes dit beaucoup de choses. Voilà. Et là, on aurait vu si c'était Oui. Claire Chazal qui le gênait ou s'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Oui, voilà. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est pour décoder le mensonge, et de manière générale d'ailleurs dans la relation, hein, c'est pas que le décodage du mensonge, plus il faut emmener l'autre dans son raisonnement, le suivre, jusqu'au moment où ce raisonnement finira par devenir incohérent parce qu'il y a un problème de surcharge cognitive. C'est-à-dire que la personne qui dit beaucoup de choses, elle finit par dire des choses qui ne correspondent plus à la vérité. Et plus elle étaye, plus elle nous donne de pistes pour aller sous-questionner. Et parce que plus il y a de surcharge cognitive, alors vous allez voir quelqu'un qui va d'un seul coup par exemple, se mettre la main sur son fauteuil, là, par exemple, et puis le serrer bien alors qu'il n'y a pas de raison. Pas parce qu'émotionnellement elle a un problème, mais de manière forte. Pas parce qu'elle a un problème émotionnellement, mais parce qu'elle va se dire, mais où je vais maintenant? Et elle a besoin de se concentrer. Et pour se concentrer, on a besoin d'aller chercher des points d'appui. Voilà. C'est la concentration, c'est pas du tout un problème émotionnel. Voilà, donc oui, il y a vous voyez, le menteur. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le menteur veut être cru. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Si on pose une question à une personne qui dit la vérité, il en parle et voilà. Si le menteur ment, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc il veut être cru. Et on va voir beaucoup, quand le menteur va être cru, on va voir beaucoup de mouvements de sourcils, de choses comme ça, qui fait que la personne montre qu'elle veut être crue. Alors que la personne qui dit la vérité, elle est beaucoup plus détendue. C'est pour ça que le menteur regarde plus dans les yeux, parce qu'il joue beaucoup plus avec les sourcils. C'est que le corps va être beaucoup plus avenant, souvent. Voilà. Donc peut-être on peut essayer maintenant de dire quelques mots de tout le travail qui te mène, qui te permet de pouvoir affirmer tout ce que tu as fait. Donc, tu as fondé ce que tu appelles la synergologie. Oui. Est-ce que tu veux expliquer un peu l'arrière-plan? Puis pourquoi parler du mensonge comme ça, alors qu'on amène la synergologie, puis que la synergologie, elle n'est pas née pour décrypter le mensonge. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux questions sur le mensonge il y a 30 ans, pas pour décoder le mensonge lui-même, mais parce que j'avais compris qu'on traite toujours, comme tout le monde, beaucoup de pensées en même temps, et donc je me disais tout le temps, mais le corps, il est où dans cette histoire-là? Est-ce qu'il est dans ce que je suis en train de dire ici et maintenant, ou est-ce qu'il pense à la prochaine réunion qu'il aura après? Donc, parce que j'ai je vais avoir les deux choses en arrière-plan. Donc, mon corps, lui, qu'est-ce qu'il traduit? Est-ce qu'il traduit ça, ou est-ce qu'il traduit la réunion en arrière-plan? Et puis, donc, il fallait pouvoir l'expérimenter. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un, bon, on va faire une expérience, je vais te demander à penser à deux choses en même temps. Comment penser deux choses en même temps en parlant? C'est impossible. Donc, si on lui dit, tu vas raconter un mensonge, et puis on va... Là, ça devient possible. Ça devient possible parce qu'elle pense à deux choses en même temps. Là. Elle pense à la vérité qui existe et puis ce qu'elle raconte, elle, qui est une autre voix. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des indicateurs qui étaient des indicateurs liés à la surcharge cognitive. À l'époque, il n'y avait pas l'IRM, donc on ne pouvait pas mesurer mensonge-vérité comme ça pour voir si le cerveau travaille différemment. Et maintenant, on sait que le cerveau travaille différemment. Quelle est la différence? Qu'est-ce que l'IRM permet de comprendre sur le mensonge? Ce qui est très drôle, c'est que c'est les aires néocorticales, les travaux de Lengleben, c'est les aires néocorticales qui travaillent dans le mensonge, donc toutes les aires de contrôle, qui vont travailler beaucoup plus dans le mensonge, contrôle des mots, contrôle des gestes, qui sont des ailes de contrôle conscient, alors que dans la vérité, c'est vraiment tout le cerveau qui travaille. C'est-à-dire que quelqu'un qui ment, on va lui dire « mais quel temps il faisait il y a 3 jours ?» Il est dans son mensonge. Il ne sait plus trop parce qu'il n'est pas là. Alors que là, il va retrouver évidemment. Mais il ne sait plus trop parce qu'il n'est pas là. Il est dans ce que je raconte, mais pas... Alors que la personne qui dit la vérité, comme elle est dans toute son histoire, elle se revoit bien dans le contexte où elle était, elle retrouve beaucoup plus vite. Parce que tout son cerveau travaille, le tronc cérébral... Là, c'est une autre indication. Je parle à quelqu'un qui ment, je peux lui demander rapidement, mais alors quel temps il faisait? Quel temps il faisait, oui, c'est ça. Et on voit si c'est l'air préfrontal qui travaille, oui, en disant, puis la personne est un peu, elle se souvient plus du tout, et puis elle se souvient pas, puis elle va finir par retrouver, parce que, alors que la personne qui dit la vérité, elle dit ah oui, d'ailleurs j'avais mis un imperméable, puis il faisait chaud, je l'ai enlevé au restaurant. Parce que donc tu travailles toi sur ce travail
comprendre le lien entre le corps et l'esprit depuis très longtemps. Donc l'IRM a confirmé ce que ça. tu savais déjà pressenti. Que j'avais pressenti, sauf que dans le champ, dans l'espace public, tous les livres, c'est le langage corporel, c'est le langage des émotions. Mais pourquoi le langage corporel serait le langage des émotions ? Oui, donc ça, c'est très important de dire. Oui. Donc moi, je ne savais pas tout ça, mais dès que je t'ai lu, je me suis dit, voilà, par rapport à tout ce que je lisais, que je trouvais très mécanique et ça me semblait très douteux, ton travail est très différent, parce qu'il repose sur d'autres paradigmes. D'un autre paradigme. Et beaucoup plus de recherches sur le terrain, beaucoup plus de recherches scientifiques, de corrélation avec les neurosciences, qui fait qu'on peut travailler différemment. J'ose le dire, mais que c'est vraiment, ton travail est vraiment dépasse de loin ce que les gens entendent habituellement sur le langage corporel. Et c'est vraiment fondamental de comprendre que entrer en relation, c'est avoir rapport à comment la personne. Oui, elle est, oui. Oui, parce que, et même ça, on le voit dans le mensonge, il y a un langage corporel, mais il faut créer un rapport d'égal à égal. Ça, c'est pas que du lexique corporel. Si je me mets en surplomb puis que l'autre je le regarde comme un petit, ou si je me mets en dessous puis que l'autre je le regarde comme un grand, c'est des corps différents. Alors qu'il faut arriver à créer une relation d'égal à égal quand on travaille sur. Donc il y a tout un lexique corporel, mais il y a aussi une manière d'être, et ça s'enseigne, un rapport d'égal à égal, à quoi on voit que la personne est dans un rapport d'égal à égal, ça se voit au niveau des positions, ça se voit. Et puis à partir de là, des méthodes de sous-questionnement, et on questionne. Et c'est un tout qui fait qu'on va repérer quelque chose, et puis c'est un tout qui fait qu'on amène la personne dans la relation. Alors, il y a une autre vidéo qu'on va regarder, où là on voit un micro-geste qui est souvent indicateur quand même du mensonge. Donc on va voir une chanteuse, on va voir une chanteuse qui va mentir effrontément. Mentir effrontément, là, il l'explique à la fin de la vidéo. Alors vous allez la voir, donc ça, on regarde, regarde, ça dure 11 secondes. Nanette Workman, 40 ans de carrière, vous les faites pas. Est-ce que vous avez un secret? Non. Pas de secret. Bon. Voilà, donc là, elle dit non. Elle dit non, pas de... Mais sauf que quand elle dit non, regardez, quand elle dit non, ce qu'on va voir, c'est que, vous voyez, ça dure, ses yeux vont partir en haut à droite. Si tu me demandes si j'ai eu une opération de chirurgie esthétique, soit j'en ai une, soit j'en ai pas eu. Si j'en ai pas, t'as pas de secret. Pourquoi tu me poses la question? Les yeux restent... Non, pas de secret. Maintenant, j'entends chirurgie esthétique. À chir, j'ai déjà compris, j'ai pas besoin d'attendre les deux mots pour comprendre. Est-ce que tu n'aurais pas une opération de chir? Là, mes yeux, je me sauve un court moment, en disant qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je dis? Je dis la vérité ou je le dis pas? Et donc on va repérer ce phénomène. Donc la personne, mais ça dure jamais très longtemps. Parce que tu pourrais aussi me dire, est-ce que tu as subi une opération de chirurgie esthétique? Chirurgie esthétique, attends. Non, pas de chirurgie esthétique, j'ai beau chercher. Là. C'est différent parce qu'on peut continuer à réfléchir à deux. Et donc, souvent, quand on réfléchit à deux, on ne se regarde pas, mais ça dure. Ça dure, alors que là, ça revient tout de suite. C'est précis, Mais c'est précis. C'est précis, Mais oui, mais je... là, je suis impressionné. Non, mais moi, j'ai fait ma thèse de doc sur la rupture de compréhension. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que quelqu'un ne comprend pas ce qu'on dit? Donc, c'est vraiment important, parce que tu parles à quelqu'un, la personne ne comprend pas. Donc, dans le monde commercial, dans tout le management, c'est vraiment important, parce que si la personne, elle ne comprend pas, tu parles pour rien. Mais comment le repérer? Bon, déjà, si elle n'est pas intéressée par ce que tu dis, tu ne repéreras pas, parce que comme ça ne l'intéresse pas, elle t'écoute à peine. Donc, mais si elle est intéressée par ce que tu dis et qu'à un moment donné, elle ne comprend plus, les yeux vont partir et ils vont revenir tout de suite. Ils vont repartir. Pourquoi? Sans doute parce que la personne qui ne comprend pas ne veut pas que ça se voit. Donc, elle dit... Et les yeux partent, ils reviennent tout de suite. Mais ça se voit très bien pour quelqu'un qui a l'habitude. Et donc là, on peut reformuler et on peut... Et pourquoi les yeux partent? Les yeux partent parce que la personne, elle cherche, c'est de l'embodiment, elle cherche autour.
Elle a pas il n'y a pas la solution là. Inconsciemment, elle va vite chercher autour. Exactement comme si je cherche mon stylo, il n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher autour parce qu'il n'est pas là. Il me manque l'information. L'information n'est pas là. Je vais chercher quelque chose qui pourrait me raccrocher pour pouvoir la retrouver. Pourquoi, quand on pose des questions, des fois qu'on cherche, oui. on a tendance à lever les yeux au plafond quand on cherche une réponse? Oui, mais parce que c'est une nécessité on se désengage de ce qui se passe là pour aller chercher. Ça peut même durer longtemps, là, à ce moment-là. Ça ne dure pas un quart de seconde, là, par contre. Oui. Ça mais pourquoi on fait ça? Les introvertis le font plus que les extravertis, déjà. Un introverti a besoin de bulles dans lesquelles il va se réfugier pour réfléchir. Il revient souvent à la fin de la question à toi. Et ça, oui, on ne fait pas que ça, en fait. Hein. On cligne des paupières et on va chercher ailleurs. C'est-à-dire que pour répondre à mes questions, je n'ai pas forcément la solution là. Je cligne des paupières, ça me permet d'ouvrir d'autres zones du cerveau. Moi, je me rends compte, je fais ça souvent. Les gens posent une question, je me suis toujours demandé, mais pourquoi je fais ça? Ah oui, tu as raison, je cligne des paupières, et puis je mets en haut, et c'est comme ça. Alors, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu idiot, mais des fois, j'ai besoin de faire ça pour trouver la réponse. C'est plus souvent en haut à droite qu'en haut à gauche. Mais ça peut être en haut à gauche. Et on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, c'est en haut à droite ou en haut à gauche. Plus à droite. C'est souvent, oui. Attends, ce que tu me demandes, ça serait là. Ça serait plutôt là. Mais il n'y a pas de, quand on prend des grands volumes de population, c'est plutôt à droite, mais il y a des gens qui font ça à gauche, sans qu'on puisse dire vraiment pourquoi, en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais donc c'est ça. Mais ce n'est pas les yeux qui sont intéressants, c'est le clignement de paupières. Parce qu'en clignant des paupières, je ferme certaines zones du cerveau pour en ouvrir d'autres, pour aller chercher d'autres informations. T'as mangé quoi hier? J'ai mangé du saumon. Ah non, c'est pas hier. Hier, j'ai mangé autre chose. Et on cligne des paupières. En clignant des paupières, on fait travailler d'autres zones du cerveau. Les gens pensent qu'on cligne des paupières pour humecter les yeux. Mais les spécialistes vous disent que pour humecter les yeux, il faudrait qu'on humecte, faut qu'on cligne 2 ou 3 fois par minute, alors que quand on est en interaction, on cligne entre 20 et 40 fois par minute. Donc ça, c'est absolument pas lié à ça, c'est lié à autre chose. C'est lié à quoi? Et c'est lié au fait qu'on traite l'information. C'est que comment on sait que quelqu'un ne nous écoute pas? Il ne cligne plus des paupières. Ah, ça c'est précieux. Je regarderai. Il ne cligne plus des paupières. Et là, le moment important, c'est quand tu passes d'une idée à une autre. Normalement, la personne qui t'écoute là, elle cligne des paupières, puis on passe à autre chose. Celle qui ne t'écoute pas, t'es passé tout droit. Donc, elle se souviendra. À court terme, elle va s'en souvenir, parce que même si elle n'écoute pas, c'est dans le cerveau, et comme il nous reste, lampe amnésique, 3 à 5 syllabes, il nous reste les 5 dernières syllabes. Si elle n'est pas profondément endormie, elle va retrouver le sens général. Donc, si on lui dit « qu'est-ce que je viens de dire ?», elle peut quand même restituer la dernière phrase, mais elle n'écoutait pas. Ça veut dire que le lendemain, elle ne s'en souviendra pas, par contre. Et qu'est-ce que je fais quand je cligne des paupières? Eh bien, je vais chercher l'information qui est à l'extérieur pour l'emmener dans le cerveau. Wow. C'est aussi bête que ça. Alors que, parce que quand je cligne des paupières, j'arrête de traiter les informations qui sont afférentes autour pour aller chercher l'information qui était là. Donc, on cligne des paupières pour ça, ça se fait très, très vite. Mais c'est assez intéressant. Et puis, ça permet en négociation de se dire, là, je l'ai perdu. Parce que la personne ne cligne plus, on l'a perdu, quoi. Écoute, merci infiniment. J'espère que ça donnera à tout le monde envie de lire ton livre, qui est plus qu'un livre, qui est vraiment une somme d'un travail immense et qui permet vraiment de comprendre tellement d'éléments centraux à la relation humaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.